Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous faire un compte-rendu d'un projet en fait qui était financé par le l'ANSES et qui regroupait, donc qui s'appelle Alternative et qui regroupait 3 laboratoires en fait. C'était coordonné par Vincent Laudet qui est à Banyuls en fait au moins pour un temps encore, et 2 autres équipes, celle de Frédéric Flamand et la mienne en fait, et nous sommes à l'Institut de génomique fonctionnelle de Lyon qui est un des labos de l'ENS de Lyon. En fait, les perturbateurs endocriniens, sachant leurs effets sur la reproduction, on a longtemps pensé qu'en fait, leurs effets étaient médiés strictement par des hormones, des récepteurs d'hormones sexuelles de type, comme le récepteur des œstrogènes alpha ou bêta, ou le récepteur des androgènes, par exemple. Donc, ces facteurs agissent comme ce sont des récepteurs nucléaires d'hormones, ils agissent comme des facteurs de transcription, et donc ils induisent des programmes transcriptionnels au niveau du noyau, donc la régulation d'un certain nombre de gènes. Et depuis relativement récemment, on s'est rendu compte que certains perturbateurs endocriniens, dont le bisphénol A, évidemment, donc le perturbateur emblématique, pouvaient fixer très efficacement le récepteur ERR gamma. Alors ERR gamma, c'est un proche cousin du récepteur des œstrogènes, mais c'est un récepteur nucléaire orphelin qui a également des programmes transcriptionnels. Et d'autre part, le BPA a été montré comme pouvant agir via un autre récepteur, GPER1, qu'on appelle aussi GPR30, qui est un récepteur membranaire des œstrogènes, donc qui n'a rien à voir en structure avec les récepteurs ER, qui agit donc au niveau de la membrane, c'est un récepteur à 7 domaines transmembranaires, et qui pourrait ou pas donner des programmes transcriptionnels donc sur des questions qui ne sont pas encore bien connues. Donc toute la question, c'est que les études sur les perturbateurs endocriniens ont été un peu empêchées, rendues difficiles par le manque de systèmes cellulaires in vivo spécifiques qui puissent exprimer soit l'un ou l'autre de ces récepteurs-là, puisque ces récepteurs ont des spectres d'expression qui sont quand même assez larges. Donc l'idée de notre programme alternatif, c'était de trouver justement ces systèmes-là, on est plus dans la méthodologie, qui pourraient exprimer soit l'un, soit l'autre de ces récepteurs, et donc pouvoir examiner, pouvoir faire une plateforme de screening de perturbateurs et déterminer s'ils activent ou non tel ou tel récepteur. Donc je vais vous détailler un peu ça assez rapidement pour les 2 premiers et plus largement pour le dernier. Donc pour ce qui est du récepteur ERR gamma, en fait, ça a été travaillé dans l'équipe de Vincent Laudet, donc à Banyuls, et ils se sont rendus compte que si vous prenez un embryon de poisson zèbre, d'Agnurerion, on en a eu entendu parler tout à l'heure, ces animaux ont une structure particulière au niveau de l'oreille qui s'appelle les otolithes. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est un peu plus agrandi, et qui comporte 2 de ces petites structures minérales en fait, au niveau de l'oreille. Si vous exposez votre animal, votre embryon d'animal au BPA, vous allez voir une agrégation de ces structures d'otolithes qui sera une signature de l'exposition au BPA. Comment on sait ça? C'est que ça marche aussi avec d'autres bisphénols, et il y a une corrélation qui est très forte entre l'affinité de ces bisphénols pour ERR gamma et l'effet in vivo que vous pouvez voir, la fréquence de l'effet in vivo qu'on peut voir lorsqu'on expose les animaux au BPA. Et d'autre part, si vous inactivez le récepteur ERR gamma, c'est un système transitoire en fait d'exposition avec des morpholinos, vous enlevez donc votre récepteur ERR gamma et vous perdez l'effet de l'exposition au bisphénol. Donc si vous utilisez ce poisson zèbre et que vous l'exposez à un composé donné et que vous obteniez ce type de phénotype-là, alors vous pourrez dire que vous avez activé ERR gamma. Donc ça a été validé avec une cinquantaine de perturbateurs endocriniens, on ne va pas rentrer dans le détail. 3 types de phénotypes sont observés, soit un phénotype normal, ce qui vous dit finalement votre composé ne fait rien sur ERR gamma, soit un phénotype BPA-like, vous avez des agrégations avec des otolithes un petit peu bizarres, ou soit un autre phénotype qui a été montré, au lieu d'avoir 2 otolithes, on en a 3. Et donc là encore, plus dans le détail, l'exposition par exemple à 10-5 molaires de 4-nonylphénol, vous voyez clairement que vous avez 3 otolithes, donc probablement quelque chose qui se passe au niveau de ERR gamma qui n'est pas très très clair pour l'instant. Mais toujours est-il que ce système peut être validable pour l'exposition à ERR gamma. L'autre point, c'était de s'intéresser à ER, les récepteurs des œstrogènes, facteurs de transcription, donc encore une fois. Pour ça, l'équipe de Fred Flamand a utilisé les cellules MCF7, cellules de cancer du sein humain, qui répondent aux œstrogènes avec un programme transcriptionnel particulier. Et ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est de comparer le programme transcriptionnel induit par les œstrogènes ou par le BPA, sachant que le BPA marche aussi agit effectivement par ER alpha.
Donc voilà, en gros, les datas, comment on peut les représenter. À peu près 400-500 gènes répondent aux œstrogènes dans ce système-là. C'est une représentation comme une autre. Et maintenant, en point rouge, voilà les mêmes gènes qui sont donc à la verticale. Et voilà l'effet de l'exposition au BPA sur ces gènes-là. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que BPA est un agoniste de type œstrogénique assez faible dans les cellules MCF7. Et il n'y a pas de réponse spécifique de gènes spécifiquement activés par le BPA qui ne seraient pas activés par les œstrogènes. Non, mais maintenant, notre question principale, c'était bien sûr de dire, mais dans ces cellules-là, il y a à la fois l'expression de R-alpha et il y a l'expression de GPER, le récepteur alternatif situé à la membrane, mais qui pourrait avoir des effets transcriptionnels. Donc, comment on fait la différence entre ces gènes-là induits par les œstrogènes? Est-ce que c'est par ER-alpha ou par GPER? Pour ce faire, l'équipe a établi des cellules knockout pour le GPER à partir des cellules MCF7. Donc, ils ont enlevé complètement le récepteur GPER et ils ont regardé quel était l'effet de l'exposition aux œstrogènes. Donc là encore, ce que vous voyez, c'est l'effet œstrogénique normalisé en fait, pour chacun des gènes, pour les œstrogènes en bleu. Et dans chacun des clones, vous avez la réponse relative de clones KO pour le GPER. Et ce que vous pouvez voir, ce qu'on peut en conclure du moins, c'est que les gènes avec une réponse faible aux œstrogènes ont une plus forte réponse dans les KO, ce qui est probablement dû au fait qu'en absence de GPER, vous avez un peu plus d'expression de R-alpha au niveau protéique seulement. Et donc c'est probablement dû à ce genre de phénomène, mais là encore, vous n'avez pas de réponse spécifique dans les cellules KO, ce qui tend à dire qu'en fait GPER n'induit pas de réponse transcriptionnelle. Le troisième point que je vais un peu plus détailler, qui a été fait dans mon laboratoire, se pose la question du récepteur GPER, récepteur membranaire. Et pour ce faire, on a utilisé un autre modèle cellulaire, qui sont les cellules MRC5. Ce sont des cellules fibroblastiques humaines, enlignées, qu'on peut maintenir en culture pendant un certain nombre de passages. Et ce qu'on avait remarqué par le passé, c'est que si ces cellules donc expriment GPER, mais n'expriment pas le récepteur des œstrogènes alpha. Donc normalement, on est plus spécifique pour un récepteur donné. Ce qu'on avait remarqué, c'est que si vous cultivez vos cellules MRC5 dans un milieu normal, vous avez des cellules qui sont assez étalées. Si maintenant vous les déprivez d'œstrogènes en les cultivant dans ces milieux déstéroïdés, vous voyez que vos cellules se sont allongées en fait. Et maintenant vous rajoutez des œstrogènes sur ce milieu-là, vous avez des cellules qui se réarrondissent. Donc en fait on a un effet dynamique. En 3 heures, 4 heures, vous pouvez passer d'un statut à un autre. Et ça, vous pouvez quantifier, en fait, sur vos cellules qui sont fixées, qui sont donc à l'écran. Donc, on a simplement coloré l'actine en vert avec la phalloïdine. Ce que vous pouvez montrer, c'est mesurer le grand axe, mesurer le petit axe, faire le rapport entre les deux. Plus ce rapport est élevé, plus vos cellules sont allongées. Ce sont les cellules en condition DS ici. Et lorsque vous vous rapprochez d'un rapport de 1, en fait, vous avez vos cellules qui se réarrondissent. Donc, potentiellement, un système qui peut être dynamique, qui permet de tester l'activation de type œstrogénique. En quoi ça dépend de GPER? Certes, vous n'avez pas R-alpha dans nos choses, mais pour montrer que c'est vraiment GPER dépendant, on a utilisé 2 approches. La première, si vous traitez avec G1, G1 c'est un agoniste spécifique synthétique de GPER. Eh bien, vous avez le même phénotype. Le G1, donc cet agoniste de GPER, induit la même chose, un arrondissement des cellules. Et si maintenant vous faites le contraire, vous traitez avec un composé qui s'appelle G15, antagoniste de GPER, eh bien, ce co-traitement de G15 avec E2 va bloquer l'effet œstrogénique, ce qui fait que vous avez saturé GPER et uniquement GPER, et vous n'avez plus cet effet d'arrondissement en fait, des cellules. Donc, ce qui nous montre qu'en fait, on a un effet qui est quantifiable de la morphologie cellulaire en présence de E2 qui dépend de GPER, mais ce système-là requiert la fixation des cellules, leur coloration, et donc c'est un modèle qui n'est pas très, très dynamique. Donc on a essayé de voir si on pouvait mesurer au cours du temps, au cours de l'exposition en fait, aux œstrogènes, si on pouvait voir ce changement morphologique. Donc pour ça, on a utilisé un système qui permet de visualiser des cellules à très large champ. Nous reproduisons ce genre d'effet, mais que si c'est dynamique. Chaque point que vous voyez là, c'est une cellule qui est mesurée, et vous avez son équivalent à des temps 60, 120 minutes, 180 minutes. Donc on suit vraiment la population cellulaire. Là encore, on a un effet dose en termes de concentration de 2 qui a été montré. Vous voyez que c'est actif à 10-7, 10-8, 10-9, beaucoup moins à 10-10, et plus du tout à 10-11 et 10-12. Des études statistiques ont montré que 30 cellules étaient suffisantes pour être mesurées pour avoir un effet statistique derrière, et que l'effet donc, est dose dépendante, time dépendant et mesurable.
Donc maintenant, on est allé voir sur le côté perturbateur endocrinien. Est-ce qu'on peut se servir de ces systèmes pour montrer qu'un composé donné agit ou n'agit pas via GPER? Voilà les résultats avec le BPA. La même chose avec BPF, la même chose avec BPC. Et tiens, BPE, ça ne fonctionne absolument pas. On ne voit pas du tout d'arrondissement des cellules lorsqu'on expose nos cellules au BPE. Donc question, est-ce que le BPE ne fonctionne pas, n'est inactif sur nos cellules, sur GPER, ou est-ce que ça serait un antagoniste? Et donc pour répondre à cette question, bien, nous avons co-traité avec BPE et avec E2. Donc E2 induit l'arrondissement des cellules. Et si vous co-traitez avec BPE, vous voyez que vous avez toujours l'effet présent du type E2. C'est-à-dire que BPE est franchement inactif sur GPER, ce qui n'est pas du tout le cas de BPC et de BPF. Donc pour aller un peu plus loin, et là je vais passer très vite, on a testé une 19aine de composés supposés perturbateurs endocriniens. On ne va pas rentrer dans tout le détail, simplement quelques illustrations. Le chlorpyrifos induit un arrondissement de nos cellules, et cet effet est bloqué par le G15, antagoniste spécifique de GPER. Donc conclusion, chlorpyrifos agit comme un agoniste de GPER. Inversement, deltamétrine n'a aucun effet, lorsque même à haute dose, sur l'arrondissement des cellules. Lorsque vous co-traitez avec E2, vous voyez que vous bloquez l'effet d'E2. Conclusion, c'est un antagoniste. On a également des composés qui n'ont strictement aucun effet, qui n'arrondissent pas, qui ne bloquent pas l'effet d'E2, qui ne sont pas bloqués par G15. Mais vous pouvez donc définir 3 catégories, des agonistes, des antagonistes et des molécules qui sont neutres. Donc ma conclusion, c'est ce qu'on a vu, 3 systèmes possibles de façon à screener spécifiquement si un composé donné active soit ER, soit ERR gamma, soit GPER, en sachant que tout ça, ce n'est pas bien sûr exclusif. Donc je finirai par les remerciements. Donc l'équipe de Vincent Laudet, particulièrement Kevin Magre, l'équipe de Fred Flamand, particulièrement Romain Guyot, et mon équipe qui est située à l'IGFL, particulièrement Séverine et Catherine pour la biostatistique. Voici par qui nous sommes financés, et merci de votre attention. Martine Aplana, oui, moi j'ai une question. Bon, c'est très joli modèle, très jolie démonstration. Oui, c'est bon. Très jolie démonstration d'un changement de forme. Donc on voit que le cytosquelette est modifié. Je voudrais savoir si vous êtes allé plus loin au niveau de la transcription des gènes. Parce que modification de forme, ça induit beaucoup de conséquences. Oui. Et où est-ce que vous en êtes dans votre approche? Alors, dans ce système-là de cellules fibroblastiques humaines, en fait, il y a 0 effet transcriptionnel des œstrogènes. Rien. On a testé par transcriptomique, par RNA sec. Aucun gène ne bouge, en fait. Donc, réalisé également, là, je parlais des MRC5, on a également des fibroblastes humains en primoculture, en fait, tirés de simples fibroblastes dermiques. On n'a rien qui se passe au niveau transcriptionnel. Aucun gène n'est modifié. En revanche, ce qu'on voit, c'est une activation de ERK. Donc, les MAP kinases, en fait, qui sont immédiatement derrière. Ce n'est pas très inattendu, c'est connu dans la littérature. Mais il n'y a rien au niveau transcriptionnel, à ce niveau-là. Donc, je suppose un remodelage du cytosquelette d'actine. Oui, mais on a cherché, mais on n'a pas trouvé. Il n'y a rien qui se passe, en fait. Bonjour, Mathieu Béranec. J'ai une question sur les otolithes. Je travaille sur les otolithes. Oui. 2 questions, en fait. La première, c'est est-ce que vous avez un phénotype de type problèmes posturaux et d'orientation chez les poissons zèbres? Et le deuxième, c'est est-ce que cet effet sur les otolithes est connu chez d'autres espèces? Pour la deuxième question, pas à ma connaissance. Donc je pense que ça a été réalisé là à ma connaissance, ça a été réalisé que chez le poisson zèbre. Et les études n'ont pas été poussées très loin, en fait. Donc l'exposition au BPA commence à 5 heures HPF, en fait, et après est poursuivie jusqu'à 48-50 heures ou quelque chose comme ça. Donc ils ne sont pas allés plus loin. Moi, je soupçonne quand même une toxicité, en fait, de cette exposition au BPA. Sachant qu'en fait, chez la souris, le knockout de RR gamma est létal périnatal, et donc les souris ont des problèmes d'orientation. Donc, on n'est pas loin, quoi. S'il n'y en a pas, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un peu de structure-activité, là, puisque vous commencez à avoir pas mal de molécules qui répondent de structure-activité? Oui, alors très certainement, ça a été fait, je le mentionnais brièvement, en fait, entre les bisphénols et puis donc, la fixation, en fait, des bisphénols à ERR gamma et la corrélation avec les phénotypes otolithes. Probablement qu'on pourrait faire la même chose d'un point de vue chimique, mais il nous faudrait des chimistes, effectivement. Donc entre les effets qu'on voit pour GPER et la réponse qui n'existe pas, quoi.
Sachant qu'on a plutôt des effets tout ou rien, quoi. Je veux dire, j'ai du mal à voir des effets un peu intermédiaires, par exemple. Dose dépendant, hein, certes, mais voilà, on a peu d'effets qui sont intermédiaires et qui n'induisent que peu d'arrondissement en fait, de la cellule. Mais oui, il devrait y avoir ce genre de choses, ouais, clairement. Okay.